Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 15 avril 2022. Au sommaire cette semaine, 5 articles. Le commerce doit s'inscrire dans la modernité du monde d'aujourd'hui, celle du digital, selon Marc Lolivier, délégué général de la FEVAD, à lire sur acturetail.fr. Seconde main, Celency lève 35 millions d'euros pour lancer son application mobile, à lire sur FrenchWeb. Bulgari développe en ligne un concept de flagship store innovant avec Tmall Luxury Pavillon, à lire sur fashionunited.fr. Les ventes d'Hermès bondissent de 33% au premier trimestre 2022, à lire sur bfmtv.com. Et enfin, Azos, des difficultés d'approvisionnement et un bénéfice en baisse au premier semestre, à lire sur fashionunited.fr. Je vous rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Avant de commencer, un petit message avec les Digital Doers. Je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour vous qui écoutez cette revue de presse, acteurs de notre écosystème. Donc si vous souhaitez animer la prise de parole sur votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous et moi autour de votre proposition de valeur. Alors si vous êtes intéressé, contactez-moi. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Chers auditeurs, vous connaissez tous la célèbre plateforme française PrestaShop. Cette solution complète et innovante pour créer une boutique en ligne a déjà été choisie par plus de 300 000 e-commerçants dans le monde pour son efficacité. Aujourd'hui, je veux partager avec vous la solution de paiement PrestaShop Checkout. Vous le savez car nous en avons déjà beaucoup parlé ici, le paiement est un moment clé dans le tunnel d'achat. Selon une analyse faite par PayPal l'année dernière, 50% des acheteurs quittent un site e-commerce si leur moyen de paiement préféré n'est pas proposé. Moins il existe de friction et plus la transformation est forte, je ne vous apprends rien. Par ailleurs, qui n'a pas rencontré des challenges techniques pour intégrer une ou plusieurs solutions de paiement ? Déjà utilisé par plus de 12 000 boutiques dans 176 pays, PrestaShop Checkout offre une expérience de paiement tout en un. Les paiements sont bien sûr 100% sécurisés et vous protègent contre les transactions non autorisées et les tentatives frauduleuses de remboursement grâce à la technologie PayPal. En plus, vous avez l'option de proposer le paiement en 4 fois sans coût supplémentaire pour vous ou vos clients. Enfin, sachez que pour votre développement international, PrestaShop Checkout est la solution idéale car elle accepte les moyens de paiement en provenance de plus de 190 pays dans 20 devises différentes. Pour retrouver tous les détails de cette solution de paiement, je vous invite à vous rendre sur le site prestashop.com/prestashop-checkout. Le commerce doit s'inscrire dans la modernité du monde d'aujourd'hui, celle du digital, par Marc Lolivier, délégué général de la FEVAD, à lire sur actu-retail.fr en date du 11 avril. Organisation représentative du e-commerce, la FEVAD fédère 600 entreprises membres, qu'elles soient pure players, retailers ou fournisseurs de solutions. ActuRetail est allé à la rencontre de Marc Lolivier, délégué général de la fédération, pour dresser le bilan du secteur après 2 années de crise et ses perspectives pour les mois à venir. Après une année 2020 particulièrement dynamique, le e-commerce a-t-il poursuivi sa progression en 2021 ? Marc Lolivier. 2021 a été une année de consolidation avec 130 milliards d'euros dépensés par les Français sur Internet. Quant à elle, 2020 avait été marquée par une forte accélération sur la vente de produits en ligne, mais par une chute de la vente de services, notamment dans le secteur du voyage. Je rappelle que les produits et services représentent chacun la moitié du chiffre d'affaires du e-commerce. En 2021, la situation a été différente et c'est pour cette raison que j'emploie le terme de consolidation. Les produits sont restés à un niveau très élevé, celui de 2020, tandis que les services ont récupéré une partie importante de leur activité, sans toutefois retrouver leur niveau d'avant-crise. Cela s'est traduit au global par une croissance du e-commerce de 15% en 2021 contre 8,5% en 2020. La vente de produits a bien sûr augmenté moins rapidement que celle des services. Ce sont ces derniers qui ont tiré la croissance, permettant un rééquilibrage entre les deux catégories de commerce en ligne.
Aujourd'hui, le e-commerce représente environ 15% du commerce de vente, de détail, vente de produits, soit un point de plus en un an. À titre de comparaison, cette part avait augmenté de plus de 3,5 points en 2020. On est donc revenu en 2021 à un rythme de progression comparable à celui d'avant-crise. Sauf qu'entre-temps, un palier a été franchi, 2020 ayant fait gagner pratiquement 4 ans s'agissant de la vente de produits. La part de marché représentée par le e-commerce va continuer de s'accroître sur un rythme d'un point et demi par an. Cela s'explique par plusieurs raisons. La première est révélée par les enquêtes consommateurs. Une grande part des sondés déclarent que les habitudes prises pendant la pandémie vont perdurer. La seconde tient au fait que les enseignes ont massivement investi pendant la crise sanitaire sur leur présence digitale. Elles vont pouvoir s'appuyer sur ces nouveaux atouts dans les prochaines années. Enfin, je veux souligner le dynamisme et la créativité de l'écosystème Retail Tech en France. Les alliances entre les startups et les grands groupes sont des accélérateurs d'innovation et pour sûr seront un des leviers de la dynamique sectorielle. Dans quel état d'esprit se trouvent les e-commerçants aujourd'hui ? Les inquiétudes liées au contexte international prédominent-elles ou l'optimisme l'emporte-t-il encore ? Nous venons de publier la 11e édition de notre baromètre sur le moral des e-commerçants, ce qui permet de voir les évolutions sur le long terme tout en prenant le pouls du marché. Les acteurs concernés restent confiants, mais sont malgré tout prudents. L'actualité suscite bien sûr de nombreux motifs de préoccupation, à la fois sur le pouvoir d'achat et les problèmes d'approvisionnement. Bien que cette inquiétude soit réelle, s'agissant du contexte général, les professionnels du e-commerce restent confiants pour leur entreprise. 90% d'entre eux se disent optimistes quant à l'avenir de leur entreprise, c'est considérable. Il y a une forme de décalage entre la perception de la situation générale et des capacités propres à chaque enseigne à surmonter les obstacles à venir. Il faut dire que le e-commerce a déjà démontré sa force de résilience. Quelles sont les tendances au niveau des comportements d'achat des consommateurs qui vous semblent désormais incontournables ? Il y a un phénomène de la seconde main. Les chiffres de la progression de ce marché en France sont assez spectaculaires, tant en termes d'achat que de revente. Cette pratique devient complètement mainstream et va continuer à se développer. Dans une étude que nous avons publiée, plus de 90% des dirigeants d'entreprises interrogés estiment que cette tendance est appelée à perdurer. Tout ce qui touche à l'occasion ou au reconditionnement constitue certainement l'une des lames de fond les plus importantes du moment. Une autre tendance consiste en la combinaison d'Internet et du magasin dans un parcours client. On le voit avec le live shopping qui propose le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire bénéficier de l'expertise d'un conseiller sans avoir à se déplacer. Cette pratique réintroduit de l'humain dans un parcours d'achat digital. C'est aussi le click and collect qui connaît une forte progression. Le Covid a entraîné une accélération avec un parcours client qui emprunte de plus en plus à la fois le chemin du digital et du magasin. Cela concerne aussi bien les grandes enseignes que les TPE-PME, puisque 70% des Français veulent que leur commerce de proximité propose une offre en ligne en plus du magasin. Cette mixité représente une tendance forte, ce qui va brouiller davantage l'identification de la part du e-commerce dans le commerce de détail. Comme les consommateurs n'ont de cesse de mixer les canaux, il devient difficile de déterminer si une vente est issue du magasin ou d'Internet. Par exemple, quand je fais une e-réservation d'un produit et qu'une fois en boutique, j'achète finalement autre chose, quelle est la part respective du magasin et d'Internet dans cette vente ? Nous nous dirigeons vers un commerce unifié, où le consommateur aspire au meilleur de chacun des canaux et ne souhaite pas qu'on lui impose une pratique plutôt qu'une autre. Enfin, une troisième tendance porte sur la RSE. Il y a une attente forte des consommateurs sur ces aspects-là, notamment l'emballage, la livraison et le Made in France. Les e-commerçants doivent répondre à ces problématiques car elles deviennent un élément majeur de différenciation. C'est pour cela que nous avons publié une charte aux côtés du ministère de la Transition écologique et du secrétariat d'État au numérique pour réduire l'impact environnemental du commerce en ligne. Il faut que nous parvenions à proposer une offre digitale qui soit la plus respectueuse possible de l'environnement, comme toute activité économique. C'est la responsabilité des professionnels du secteur à l'heure où les consommateurs souhaitent avoir accès à une information détaillée et jouer eux-mêmes un rôle dans la transition écologique. Est-il possible, justement, de dépasser le clivage opposant parfois offres digitales et magasins physiques en faisant en sorte que la première soit bénéfique au second ?
Non seulement on peut, mais on doit dépasser cette opposition. Il en va de l'avenir du commerce qui fait face à une double transition, la transition numérique d'une part et la transition environnementale d'autre part. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'une politique publique qui accompagne les professionnels dans cette direction vers le commerce du XXIe siècle. Il est clair que le commerce, que ce soit le grand commerce ou le commerce de proximité, doit s'inscrire dans la modernité du monde d'aujourd'hui, à savoir celle du digital. Intégrer cette dimension est nécessaire. Il faut voir le digital comme un levier de développement du commerce et non comme un obstacle. Reste à donner aux acteurs français les moyens de s'emparer de cet outil pour améliorer leurs services et augmenter leurs performances. La crise que nous venons de traverser en a été l'illustration, le e-commerce ayant permis de maintenir l'activité de nombreux magasins. On sent une évolution importante dans les mentalités, avec la conscience aiguë que le commerce demain se fera avec ou non, et non contre le digital. L'échéance présidentielle approchant, quels sont les grands enjeux que cette élection implique pour le e-commerce ? Sur quel point attendez-vous le prochain président ? Nous avons rédigé un manifeste contenant 15 propositions à l'attention des candidats parce que nous pensons qu'un secteur pesant 130 milliards d'euros est un secteur qui compte dans l'économie. Cela justifie une telle prise de parole au nom de l'ensemble des entreprises du marché, alors que l'e-commerce est une réalité pour 42 millions de Français et rassemble plus de 200 000 sites marchands actifs. La première thématique essentielle à nos yeux est de savoir comment on accompagne les entreprises dans la digitalisation du commerce. Il y a un besoin d'accompagnement à la fois des grands acteurs qui doivent investir de manière conséquente pour être compétitifs et des TPE-PME pour que le commerce de proximité rime avec modernité. Le deuxième axe est celui de la transition écologique. Les efforts des entreprises doivent être soutenus par les pouvoirs publics car ils dépassent le seul secteur du e-commerce. L'emploi constitue un troisième volet, notamment au travers de la formation des jeunes aux nouveaux métiers du digital. Il importe de s'assurer que les formations déployées répondent bien aux besoins des entreprises. C'est aussi le sujet de la transformation du commerce, autrement dit, comment accompagner les collaborateurs vers ces nouveaux métiers. Le live shopping ne revient pas simplement à équiper un vendeur d'un iPad ou d'un smartphone. La formation continue doit permettre de préparer les collaborateurs à ces formes inédites de commerce. Les entrepreneurs eux-mêmes, patrons de TPE, PME, doivent être formés pour ne plus être perdus face à l'océan de ces innovations. La dimension internationale et européenne de notre secteur, enfin, ne saurait être oubliée. Nous avons devant nous un marché formidable. Le marché français concerne 42 millions de consommateurs, celui de l'Union européenne 500 millions. Nous devons parvenir à créer des conditions d'un véritable marché unique, ce qui n'est pas encore le cas. Les entreprises du e-commerce rencontrent des difficultés à cause de barrières qui demeurent, alors que 60% d'entre elles ont une présence à l'international. Nous appelons de nos vœux une vraie politique européenne du numérique et du e-commerce. Notre ambition de permettre à des entreprises françaises de devenir des champions européens, ce qui est le seul moyen d'être en capacité de rivaliser avec les leaders américains et asiatiques. Seconde main, Celency lève 35 millions d'euros pour lancer son application mobile à lire sur franchweb.fr en date du 13 avril. Près de 9 jeunes sur 10 déclarent avoir déjà acheté des produits de seconde main et près d'un tiers d'entre eux ont l'intention d'accroître ce mode d'achat selon un sondage réalisé par l'IFOP. Face aux nouvelles attentes des consommateurs sensibles au recyclage et aux thèmes écologiques, les marketplaces de seconde main gagnent en puissance. Sur ce marché, la start-up française Celency déploie depuis 2014 une plateforme de brocante en ligne en connectant vendeurs professionnels, antiquaires, brocanteurs et utilisateurs à la recherche de meubles et d'objets de décoration d'occasion. Afin d'accélérer en Europe et de lancer une application, Celency lève 35 millions d'euros auprès de Créadev, société de gestion evergreen contrôlée par la famille Mullier, et de ses investisseurs historiques Accel et OLX. Pour rappel, la start-up avait levé 15 millions d'euros en 2018. Lancée par Charlotte Cadet et Maxime Brousse, la marketplace de meubles et d'objets de décoration d'occasion entend répondre aux nouvelles attentes des consommateurs, en particulier des jeunes générations, conscientes de l'impact de leur consommation sur l'environnement. On propose une nouvelle ère d'achat déco online
Fast Decoration, mais 100% green, commente Charlotte Cadet. Celency revendique à ce jour 2,5 millions de visiteurs par mois. Un virage B2B. Avec le lancement de son application, Celency rêve de voir plus grand et de toucher un maximum d'utilisateurs en France et en Europe. Si la start-up s'adresse historiquement aux particuliers, elle touche de plus en plus d'entreprises qui ont recours à la seconde main pour meubler leurs locaux. La tendance des meubles d'occasion pourrait suivre celle de la mode d'occasion, de plus en plus plébiscitée en Europe. En 2020, 30% des Français ont réalisé un achat dans la mode d'occasion, selon une enquête réalisée par Kantar, ce qui représente 15,1 millions d'acheteurs pour le marché textile de la seconde main. Si le marché européen de la seconde main est actuellement dominé par le géant lituanien Vinted, dont la valorisation est estimée à 3,5 milliards d'euros, le secteur français démontre une forte résistance, à l'instar de Vestiaire Collective, spécialiste de la vente en ligne de vêtements de luxe d'occasion, valorisé plus d'1 milliard d'euros depuis mars 2021. Sur le marché de la vente d'occasion, l'un des principaux acteurs reste Back Market, le spécialiste de la vente de produits électroniques reconditionnés, qui a atteint les 5,1 milliards d'euros en janvier 2022. Bulgari développe en ligne un concept de flagship store innovant avec Tmall Luxury Pavillon, à lire sur fashionunited.fr en date du 11 avril. Le joaillier italien Bulgari développe une expérience inédite de consommation en ligne en s'associant avec Tmall Luxury Pavillon pour l'élaboration d'un flagship store innovant. Depuis 2020, Tmall, plateforme du géant chinois Alibaba, réussit à attirer les grands noms du luxe grâce à sa marketplace Luxury Pavillon qui est conçu comme un espace VIP dédié aux marques d'exception. Ces maisons ont particulièrement apprécié les formats de la plateforme, visiblement pensés pour améliorer de manière significative l'expérience d'achat de produits prestigieux dans un écosystème qui retranscrit en digital l'image premium et exclusive des maisons. Les marques ont un contrôle total de leur vitrine, les contenus éditoriaux sont personnalisés. Les solutions esthétiques, commerciales et technologiques proposées par Tmall Luxury Pavillon ont d'autant plus séduit les maisons de luxe que d'une part, le marché du luxe a connu une croissance exponentielle ces 5 dernières années et que d'autre part, la Chine tend à confirmer, malgré la crise sanitaire, son statut de premier marché du luxe. Un marché où le e-commerce taille la part du lion auprès des jeunes consommateurs ultra connectés, mais aussi auprès des consommateurs des villes de rang inférieur qui adoptent le canal numérique pour effectuer leurs achats. Jean-Christophe Babin, PDG du groupe Bulgari, indique très clairement dans un communiqué que les plateformes de e-commerce deviennent un point de contact prépondérant aussi bien pour la communication que pour la vente. Parmi les nouvelles fonctionnalités de Digital Retail, notamment le live streaming en one-to-one déployé en mars dernier et les solutions inédites actionnées par Tmall Luxury Pavillon, figure le concept de flagship store innovant qui permet par le biais d'une interface utilisateur minimaliste conjuguée à l'esthétique caractéristique des marques d'offrir une expérience d'achat immersive. Les consommateurs peuvent accéder à la boutique en cherchant Bulgari sur l'application Taobao, puis sélectionner leur création préférée et bénéficier de services qualifiés d'exceptionnels tout au long de leur parcours d'achat. C'est la première fois qu'une maison de luxe s'empare de ce concept inédit conclu en collaboration. Tmall Luxury Group aidera Bulgari à accélérer sa transformation digitale. Cette nouvelle expérience du luxe digital évoluera rapidement au fil des nouvelles fonctionnalités basées sur la vie et le comportement des utilisateurs, tout en intégrant des projets exclusifs, notamment des expositions de haute joaillerie en ligne. Nous sommes ravis de nous lancer dans cette aventure avec Bulgari, indique Janet Wang, vice-présidente du B2C Retail Business Group d'Alibaba, dans un communiqué. Ce nouveau concept vise à répondre aux besoins des consommateurs en quête d'une expérience authentique, plus immersive et plus poussée des maisons de luxe. En parallèle, Tmall Luxury Pavillon aidera Bulgari à accélérer sa transformation digitale en mettant à profit les compétences de l'écosystème d'Alibaba dans le domaine et en travaillant avec la marque pour élaborer des solutions pointues allant du lancement du produit au service clientèle, en passant par le marketing de l'enseigne, l'interaction de contenu ou encore l'expérience du service. Les ventes d'Hermès bondissent de 33% au premier trimestre 2022, à lire sur bfmtv.com en date du 14 avril.
Les ventes du groupe de luxe français Hermès ont atteint 2,76 milliards d'euros au premier trimestre, soit une progression de 33% par rapport à la même période en 2021. Hermès a fait mieux que les attentes des analystes. Les ventes du groupe de luxe français Hermès ont atteint donc 2,76 milliards d'euros au premier trimestre, soit 33% de croissance par rapport à la même période 2021, malgré la guerre en Ukraine et les confinements en Chine. FactSet et Bloomberg tablaient respectivement sur des ventes à hauteur de 2,49 et 2,41 milliards d'euros. En dépit d'un contexte encore incertain, le groupe accélère ses investissements stratégiques, les recrutements et la formation pour accompagner la croissance de l'ensemble des métiers de la maison, affirme Axel Dumas, président du groupe, cité dans un communiqué publié ce jeudi. À moyen terme, malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constant ambitieux, précise le groupe. Hermès ne vend pas de produits aux oligarques russes soumis aux sanctions, affirme le groupe. Hermès a été le premier groupe de luxe à annoncer la fermeture de ses magasins en Russie début mars. Le cellier maroquinier possède 3 magasins à Moscou qui emploient 60 personnes. L'ouverture d'une 4e boutique à Saint-Pétersbourg, prévue en juin, a été suspendue. L'impact n'est pas significatif pour le groupe, a expliqué Eric Duhalgouet, directeur général finance, lors d'une conférence téléphonique. Les ventes en Russie représentent moins de 1% des ventes du groupe qui n'avait aucune activité en Ukraine. Par ailleurs, Hermès respecte parfaitement la législation et ne vend pas à la liste des oligarques qui lui a été transmise selon lui. Le groupe face à la crise du Covid en Chine. Concernant la situation en Chine, Hermès a eu un début d'année exceptionnel, selon Eric Duhalgouet, jusqu'au mois de mars où ont débuté les premiers confinements actuellement. Hermès, qui compte 26 magasins en Chine, a 3 magasins fermés à Shanghai. Le groupe se dit toutefois confiant et souligne avoir gagné de nouveaux clients en Chine. Ce premier trimestre a été soutenu par la région Amérique, qui fait un bond de 44% à taux de change constant. L'indicateur utilisé comme référence par Hermès est en forte accélération fin mars grâce à la très belle dynamique aux États-Unis. L'Europe, hors France, plus 44%, et la France, plus 40%, réalise une solide croissance, notamment au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et en Espagne. Azos, des difficultés d'approvisionnement et un bénéfice en baisse au premier semestre, à lire sur fashionunited.fr en date du 14 avril. Malgré un chiffre d'affaires en hausse de 4% à 2 milliards de livres, Azos voit son bénéfice chuter pour le premier semestre, dont l'exercice s'est clôturé le 28 février 2022. Le géant de la mode en ligne a enregistré une perte avant impôt de 15,8 millions de livres. Son bénéfice ajusté avant impôt s'est établi à 14,8 millions de livres contre 112,9 millions de livres l'année dernière. Ces résultats sont notamment dus aux difficultés rencontrées au niveau de la chaîne d'approvisionnement, une contrainte qui a eu un impact sur les nouveautés et la disponibilité des stocks, sans oublier les restrictions liées au Covid-19 qui impactent l'évolution du business. Azos s'organise et envisage la suite. Tirant des leçons de ses faiblesses lors de ce semestre, Azos annonce ses ambitions pour le reste de l'année. L'entreprise britannique veut favoriser son expansion à l'international. Cela passera par le déploiement d'une campagne marketing de grande envergure sur plusieurs plateformes dans des zones test au Royaume-Uni, aux États-Unis et en France. Azos prévoit aussi de lancer quelques-unes de ses marques dans 2 magasins Nordstrom et Nordstrom.com en novembre. Enfin, un élargissement de la structure exécutive est aussi annoncé afin d'appliquer la stratégie annoncée. Il y aura notamment un conseil stratégique nouvellement créé, dirigé par le CEO et soutenu par une équipe exécutive élargie. Azos a réalisé une performance commerciale encourageante dans un contexte de fluctuations et de perturbations importantes. L'équipe a agi avec détermination et rapidité et fait des progrès rapides dans la mise en œuvre du plan stratégique pour la prochaine phase de croissance. Bien qu'il reste beaucoup à faire, nous disposons d'un plan clair pour chacun des 3 piliers clés, notre plateforme, notre offre aux consommateurs et notre expansion internationale. Et nous constatons déjà des signes positifs de progrès dans toute l'entreprise. Nous sommes confiants dans les bénéfices de ces efforts, que ces efforts vont engendrer et notre capacité continue à les concrétiser, a déclaré dans un communiqué Matt Dunn, CEO et CFO. À l'exception de la suppression de la contribution de la Russie au second semestre, suite à la décision de suspendre les ventes annoncées le 2 mars 2022, les prévisions restent inchangées. Azos veut rester prudent malgré tout, au vu du climat actuel entre fin de pandémie et invasion de l'Ukraine qui pourrait impacter ces chiffres.
Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.